Google, cette entreprise est connue pour être l'un des plus grands monopoles du numérique, que ce soit par leur moteur de recherche, Google Search, leur méthode publicitaire avec AdSense, ou bien leur navigateur avec Google Chrome, nous les voyons partout. Et c'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui non seulement l'exceptionnelle aventure de Google, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, mais aussi le fonctionnement de son algorithme de recherche et le fonctionnement de son conglomérat qui l'a mené à un tel état de monopole qu'il est aujourd'hui sur le point de se scissionner et de perdre une partie de ce qu'il a créé. Alors découvrez avec moi l'exceptionnelle histoire de Google. Dans les années 1996, la recherche Internet était très différente. En effet, avant l'arrivée du PageRank, inventé par Google, le tri des sites était principalement fait en fonction de leurs mots-clés. Si vous cherchiez le mot gâteau, par exemple, vous seriez non pas tombé sur le site d'un célèbre pâtissier, mais plutôt sur un site qui aura mis beaucoup de fois le mot gâteau dans son article, ce qui n'est pas toujours un gage de qualité. Certains services plus poussés existaient, comme Yahoo par exemple, mais ces services étaient très mal mis à jour et peu avancés parce que le tri des pertinences des pages était fait manuellement. Le PageRank, quant à lui, va être une solution bien plus économique en main-d'œuvre, puisqu'il va automatiser ce tri avec un moyen simple, les liens hypertextes. Pour comprendre cette idée, nous allons prendre l'exemple d'un village. Dans un village, les habitants ont des interactions entre eux. Certains sont populaires et influents et d'autres ne le sont pas. Si une personne influente parle d'une autre personne, cela donne plus de crédit à cette autre personne et elle sera donc plus écoutée. C'est le même principe avec le PageRank. Nous allons donner un rang aux pages en fonction des votes qu'elles obtiennent. Si une page A a un lien qui pointe vers une page B, cela compte comme un vote pour la page B. Ce vote a d'autant plus d'importance si la page A a elle-même beaucoup de votes et est donc influente. Larry Page et Sergey Brin sont deux étudiants qui viennent de sortir de leurs études et qui profitent de leur projet de fin d'études pour créer leur nouvelle entreprise qu'ils décident d'appeler Google. Savez-vous d'où vient le nom Google? Il provient de Google, qui est un terme mathématique signifiant 10 puissance 100, ce qui représente un très grand nombre. Malheureusement, pour notre équipe, Google.com n'était déjà plus disponible puisqu'ils avaient été achetés en avril 1995, d'où le choix du nom Google. Le choix de ce nom n'est pas anodin. En effet, il s'était fixé comme objectif d'organiser l'immense volume d'informations disponibles sur le web et dans le monde. Pour concrétiser leur projet, nos deux étudiants ont dû dépenser beaucoup d'argent pour s'acheter des disques durs et des ordinateurs. En effet, pour connaître le nombre de liens hypertextes entre les pages et faire fonctionner le PageRank, il faut télécharger tout Internet, ce qui représente une très grande quantité de données. Pour cela, ils ont cherché des financements. Yahoo les a encouragés à créer leur propre moteur de recherche, plutôt que de vendre leur travail. Cela peut nous paraître étrange aujourd'hui quand on sait à quel point un moteur de recherche peut rapporter beaucoup d'argent, mais avant ce n'était pas pareil. Les moteurs de recherche étaient vus comme des outils coûteux qui ne rapportaient rien et qui ne servaient qu'à inciter les utilisateurs à se rediriger vers des sites qui proposaient des publicités sans que le moteur ne puisse en obtenir de bénéfices. Pour obtenir des bénéfices, les moteurs de recherche devaient donc utiliser d'autres services, comme les mails par exemple. Sun Microsystems a cependant accepté de donner 100 000 $ à Google et grâce à la famille et aux amis de Page et Brin, ils purent enfin avoir 1 million de dollars pour fonder Google Inc. le 4 septembre 1998. Google a rapidement réussi à trouver sa place dans le marché financier en fondant Google Ads en 2000. Il s'agit d'une filiale de Google permettant d'acheter et de vendre des publicités. Publicités qui, d'ailleurs, grâce à leur capacité à être très ciblées, permettent de mieux rémunérer Google, mais aussi les créateurs de contenu sur Internet. En 2004, ce fut l'arrivée de Gmail qui foudroya tous ses concurrents grâce à ses services gratuits, ses performances de recherche de mails impressionnants et son espace de stockage gratuit qui était 500 fois plus grand que celui de ses concurrents. Google a continué sa croissance et en 2005, venue l'heure de son entrée en bourse, qui surprit tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'un moteur de recherche puisse gagner tant d'argent. Mais quand ses concurrents se rendirent compte qu'il pourrait leur être intéressant d'améliorer leurs propres services, il était déjà trop tard. Google avait déjà pris une très grande avance. Les entreprises peuvent chercher à grandir de différentes manières. Elles peuvent s'élargir en horizontal en rachetant des entreprises de leur milieu,
une boulangerie qui achète un concurrent par exemple. Cela peut aussi être vertical, si une entreprise achète un vendeur ou un acheteur, un fabricant de voitures qui achète son fabricant de pneus par exemple. Mais cela peut aussi être, comme dans le cas de Google, un conglomérat, c'est-à-dire une entreprise qui achète sur tous les domaines de son secteur. Et là est tout le problème de notre géant. Il est aujourd'hui un quasi-monopole sur la recherche Internet, puisque Google Search possède 92% des parts de marché en 2022, un quasi-monopole sur la publicité, puisque Google Ads détient 72% des parts de marché en 2023, un quasi-monopole sur les téléphones, puisqu'Android détient 72% des parts de marché, mais aussi un quasi-monopole sur les navigateurs Internet, avec Google Chrome qui ne détient pas moins de 77% des parts de marché. Le problème de ces quasi-monopoles est qu'ils ne font que grandir. S'ils existent et se développent, c'est parce que Google gagne tant d'argent qu'il peut financer de nouvelles filiales avec de très grands moyens, ce qui est impossible pour les nouvelles entreprises. Mais savez-vous comment Google parvient à nous donner des publicités aussi ciblées? Si cela est possible, c'est parce qu'ils ne se contentent pas seulement de ce que l'on visite sur Internet. Ils sont aussi présents sur une immense majorité des sites Internet. Si le créateur d'un site de publication de petites histoires veut connaître le nombre de visiteurs qui lisent ces histoires, il va lui falloir soit utiliser un serveur, ce qui est coûteux, soit utiliser Google Analytics, qui est gratuit et très performant. Sauf qu'en faisant ça, cela donne la possibilité à Google de récolter toutes les informations qu'il veut. Et inutile de se dire que vous allez vous passer de Google Analytics, parce que Google est indispensable. Un CAPTCHA, ce sera Google. Google Maps, ce sera Google. Une publicité, ce sera Google Ads. Et si vous utilisez Chrome, Google est alors obligatoirement présent sur toutes les pages sur lesquelles vous vous rendrez. Les données collectées ont plusieurs catégories. Tout d'abord, il y a les données techniques, comme l'IP, le type d'appareil, la résolution de l'écran, le navigateur, la langue, etc. Il y a aussi les données comportementales, comme les pages visitées, le temps que l'on y passe, les mouvements de la souris, nos clics, nos recherches. Et enfin, il y a les données de ciblage, avec notre localisation, qui peut être obtenue approximativement avec l'adresse IP, les centres d'intérêt, visibles grâce à l'historique de recherche, les données publicitaires si l'on clique sur une publicité, mais aussi le compte Google associé à ce comportement si l'on est connecté. Nous avons compris que Google parvient à obtenir une place dominante dans le monde numérique. Mais alors pourquoi les pays et organisations comme l'Union européenne cherchent-elles à le démanteler? C'est légal ce que fait Google, et s'ils sont en position dominante, c'est seulement parce que ce sont les meilleurs. Cet argument est acceptable, mais le problème est l'abus de position dominante. Depuis 2017, l'Union européenne a lors de nombreuses reprises sanctionné les activités anticoncurrentielles de Google. En 2017, il s'agit d'une amende de 2,42 milliards d'euros pour avoir favorisé son propre comparateur de prix dans les résultats de recherche sur Google Shopping au détriment de ses concurrents. En 2018, c'est Android qui est visé, avec une amende de 4,34 milliards d'euros pour avoir imposé aux fabricants de smartphones la préinstallation de Google Search et Chrome, ce qui a favorisé le monopole de Google qui est déjà bien installé sur le marché mobile. En 2019, c'est AdSense qui est visé pour un montant de 1,49 milliard d'euros du fait qu'ils ont restreint la diffusion de publicités concurrentes, ce qui est anticoncurrentiel. Mais là où la justice fait le plus peur à Google, c'est celle de son propre pays, les États-Unis. En effet, ici, Google ne risque pas juste une sanction financière, il risque leur démantèlement. Parmi les sanctions proposées, il y a la vente de Chrome, la vente d'Android, l'affaiblissement du pouvoir de Google Ads, en les forçant notamment à donner plus d'informations à leurs concurrents. Mais cela entraîne aussi le risque d'une mauvaise publicité auprès de ses utilisateurs. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra finalement de cette action juridique puisque cela se déroulera jusqu'en 2027. Avez-vous appris quelque chose sur Google au cours de cette vidéo? Si oui, alors abonnez-vous pour en apprendre plus sur l'histoire de l'informatique.